Hello, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'attends un petit peu que tout se mette bien en route. Aujourd'hui, un live avec une belle rencontre. Aujourd'hui, je vais avoir la chance d'animer ce live avec Aurélie Da Silva, avec qui on va parler du fait de ne pas se sentir à la hauteur, du fait de ne pas se sentir légitime, qui est une phrase, quelque chose qu'on a, qui tourne, je pense, dans la tête de pas mal de personnes, qui peut venir de façon plus ou moins récurrente et nous limiter parfois, nous empêcher d'avancer là où on voudrait. Donc voilà, encore une fois, je pense que ça va être une belle rencontre. Je sais que ces lives sont toujours riches et voilà, stimulants. Je trouve, enfin, moi, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à les animer. Donc j'espère que vous... Coucou Martine. J'espère que vous prenez du plaisir aussi à les regarder. Voilà, et je pense que je continue en fait, j'en ai d'autres qui j'ai pas encore annoncé mais qui sont en train de se programmer avec d'autres personnes d'horizons encore différents. Et j'ai vraiment envie de continuer ces rencontres avec voilà, d'autres horizons, d'autres approches, des thèmes peut-être, des personnes peut-être inattendues. On ne sait pas, on verra. Mais voilà, c'est des personnes pour qui j'ai senti cette envie en fait de d'aller vers eux, de communiquer avec eux. Donc je suis ravie de pouvoir vous les faire découvrir et puis voilà, de passer ces petits moments ensemble, tranquillement. Je vais attendre un petit peu que Aurélie arrive. Et puis juste pour info, le programme Oxygène a toujours ses portes ouvertes, est en train de se peaufiner un petit peu. Il y a déjà plusieurs mamans qui sont inscrites, donc ça va être des moments super chouettes. Donc si dans ta vie de maman, tu as envie de reprendre un peu une grande bouffée d'air frais, de reprendre ta respiration, de sortir un peu la tête de l'eau, de repartir avec une nouvelle énergie, n'hésite pas à nous rejoindre parce que ça va être un super moment. Ouais, ça va être chouette. Je sens on va passer des bons moments ensemble. Alors je regarde juste si... Ah voilà, Aurélie est là. Ok, donc Aurélie nous rejoint. Imagine. Alors, ah non, ça n'a pas marché. Alors, je vais recommencer. Alors, hop. Aurélie, Aurélie, si tu es là, si tu peux me faire un petit coucou comme ça, je peux t'ajouter. Elle était là et elle a disparu. Ouf. Alors, j'aime bien. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait un live sur Instagram avec la page My Families et eux, ça les stressait un peu les aléas du direct comme ça. Moi, je trouve ça rigolo. Je trouve ça fun. C'est le côté naturel en fait que j'aime bien. Donc voilà, Aurélie, je t'ai envoyé une demande. Normalement, tu pourrais te connecter. Ah voilà, parfait. Ça y est, Super. désolée, j'avais prévenu que j'étais une petite mamie avec Facebook, hein. Mais non, regarde, tu es là, c'est parfait, c'est très bien. Ça va, tu m'entends bien? Parce que Martine a dit qu'elle m'entend pas bien. C'est Ouais, bon? moi je t'entends bien. Ah, alors, attends, parce que des fois, il y a des petits couacs sur le son, mais bon, là, c'est bon. Mais en tout cas, moi, ça va. Bon, comment ça va? Bah super, merci. Et toi? Bah, merci, ça va. Je suis heureuse de faire ce live avec toi. Je trouve que ça va être... c'est chouette, je trouve, parce que c'est des horizons différents, je trouve, et en même temps, plus j'avance dans ce chemin, dans mes avancées personnelles, plus je me rends compte que, il y a plein de thèmes qui jouent sur tous les domaines, en fait. On parlait du rapport à l'argent la dernière fois avec Sabrina, on a parlé voilà, de plein de thèmes comme ça, où on peut avoir pour certains une approche plus business, ou plus santé, ou plus moi parentalité, mais au final, le le cœur de ce qu'on travaille finalement, c'est soi-même, quoi. Donc je trouve ça super chouette Ouais, d'avoir ces approches-là. complètement, ouais. Alors, Aurélie, pour commencer, je vais te demander si tu peux te présenter
Pour me Oui, dire un avec plaisir. petit truc. Alors, juste, moi, je nous vois toutes les deux l'une côte à côte. Donc, s'il y a des réactions, des commentaires, faut me le dire parce que je ne les Ouais, vois ça pas. va. Je te dirai. Du coup, je m'appelle Aurélie Da Silva. Je suis coach experte sur le sujet du syndrome de l'imposteur, essentiellement sur l'aspect professionnel, mais ça peut toucher d'autres domaines de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le syndrome de l'imposteur? Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ça touche énormément de femmes, pas que Mm. les femmes, mais beaucoup de femmes. Et c'est le sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur. Souvent, ça se rencontre dans le travail, mais ça peut arriver aussi en tant que amie, compagne, même en tant que mère. On peut avoir la sensation, voilà, que c'est vraiment un décalage entre comment les autres nous perçoivent et ce qu'ils nous renvoient de nous, et comment nous, on se perçoit. Et c'est ce Mm. décalage qui crée le syndrome de l'imposteur. Mm. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, En fait, moi, c'est un thème que j'ai entendu pour la première fois dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et Mm. finalement, ce qu'il y a dessous, c'est ce qu'on peut vivre tous les jours, en fait. Et moi, je sais qu'en tant que maman, j'ai ressenti ça et j'ai aussi eu des mamans qui disaient ça. Ce côté, mais en fait, je suis pas à la hauteur, j'y arrive pas. Enfin, j'assure pas dans mon rôle. Voilà, des fois de se dire, mais en fait, j'étais pas faite pour ça, je me suis plantée, on recommence. Et finalement, ouais, ça demande à être, je pense, plus mise en lumière pour qu'on puisse aller voir ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à oser en parler, déjà, il faut s'identifier là-dedans, ce qui n'est pas Mm, évident, parce que si on n'en a jamais entendu parler, on ne voit pas forcément où est le problème. C'est très tabou, donc en général, on n'en parle pas. Parce qu'on se dit, bah, mm, les autres ont une bonne image de moi, si je leur montre ce qu'il y a à c'est ça. l'intérieur, ça va être la cata. Donc, souvent, ça incite pas à en parler. Et une Mm, fois qu'on a mis le mot dessus, en général, je sais que la plupart des gens me disent qu'il y a déjà un relâchement de mm, ah, il n'y a pas que moi, et c'est ouais, normal, c'est ça ça. arrive. Mm, Et mm, puis, une fois qu'on l'a identifié, un super premier moyen de se détendre, c'est de commencer à en parler autour de soi. mm, Parce que déjà, on va se rendre compte qu'on n'est pas la seule. On se sentira déjà moins seule dans cette difficulté. Et puis, ça permettra aussi de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que je me sens imposteur. Parce que souvent, c'est comment dire, l'image de la mère idéale, pour reprendre le cas de mm, la parentalité, qui vient poser problème. mm. Ouais, c'est tout à fait ça. Puis je trouve qu'il y a quelque chose aussi. Alors, les langues se délient un petit peu ces derniers temps, mais il y a aussi tout le côté les réseaux sociaux où on te montre qu'une facette, où on te montre un peu la surface. Et puis même en fait, même sans les réseaux sociaux, parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Moi, je sais que dans les clientes que j'accompagne, ou même moi, ou avec des copines, des fois, tu as l'impression quand tu les vois le matin ou quand tu vois les gens, tu sais pas ce qu'il y a derrière en fait. Et forcément, il y a un truc, hein, quand tu dis est-ce que ça va? Tout le monde te dit oui, oui, ça va. Et donc, tu as l'impression d'être la seule, en fait. Des fois, tu es genre, mais en fait, il y a que moi qui suis crevée, qui en peut plus, qui galère à la maison. Et comme tu le dis, en fait, quand on commence à en parler, bah, on se rend compte que non, on n'est pas tout seul, quoi. Ouais, carrément. Et ça me fait penser, je sais pas si mes clientes se sont rendues compte, mais je commence toujours les conversations en leur disant alors, comment ça va, tout ça. Puis en général, elles me disent ça va, sauf Cara. Ouais. Je leur laisse dire ce qu'elles ont à dire et puis je repose la question, non mais sinon, comment tu te sens? Comment ça Mm, va? Et là, c'est le vrai derrière, qu'est-ce c'est qu'il y ça. a derrière? Ouais. Parce qu'il y a vraiment Mm. ce truc un peu ritualisé dans notre société où Oui. comment ça Mm, va? Ah oui, oui, ça va, et on dit pas trop. Et mm, où du coup, bah, tout le monde maintient cette apparence parce que c'est ce qu'on nous a appris aussi, ne pas déranger les autres avec ses mm, problèmes. Donc, mm. ouais. C'est ça, on nous a appris à pas déranger, voilà, à pas faire de vagues, à pas se plaindre, en fait. Alors que finalement, Mm. en France, beaucoup de personnes se plaignent tout le temps, mais C'est très culturel. en fait, c'est marrant. T'as pas le droit de te plaindre, mais t'as pas non plus le droit d'être trop heureuse. Donc, le ça va, c'est vraiment, comme tu dis, c'est ritualisé, mais bon, voilà, faut pas être trop heureux, faut pas non plus se plaindre. Faut être dans un juste milieu où tu te plains des mêmes choses que tout le monde, mais Mm. ça reste assez général, quoi. Ouais, j'ai vu je sais plus si c'était sur YouTube ou TikTok. Oui, je suis sur TikTok, j'assume, j'ai la trentaine et pourtant, voilà, ça arrive. Et du coup, quelqu'un qui faisait la comparaison entre les Français, oui, c'était une Américaine qui vivait en France et qui faisait la traduction de quand en anglais ils disent ah, est-ce que ce plat est bon? Et les Américains, quand ils trouvent ça bon, ils ont tendance à dire ah, it's Ah oui, amazing, it's c'est clair. incredible. Et nous, on dit c'est pas mal. Et Voilà, c'était c'est comme ça ça. tout le temps, c'est pas mal. Et il faut pas dire plus, tu vois. Ça Ni va, trop, ça ni trop passe. peu.
Ça passe, ouais, c'est bien, Ouais. mais faut pas Mm. s'enflammer non plus. C'est ça. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que c'est quelque chose, et on va revenir là-dessus pour le syndrome de l'imposteur, mais le fait de minimiser un peu notre joie et de cacher ce qui va pas, c'est vraiment quelque chose qu'on nous transmet dès tout petit. Parce que on a tellement intégré ça que, bah, en fait, quand tu joues, quand tu es content, quand tu es exalté, les enfants, ils crient, ils sautent partout. On est là, oh, 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 pas trop de bruit, quoi. Et Mm. même en étant adulte, en fait, des fois, si tu es dans un restaurant, pour peu que ce soit un peu chic, si tu rigoles trop fort, ah non, ça va pas, quoi. Donc il y a tout ce climat de faut pas trop s'enflammer non plus, quoi. Ouais, faut pas que tes émotions, elles dérangent les autres. C'est ça. Et c'est intéressant que tu mettes le doigt dessus parce que c'est un gros travail que je fais avec les personnes que j'accompagne. C'est beaucoup autour de s'autoriser à avoir des émotions déjà Mm. et C'est ensuite à ça. les exprimer. Parce que Mm. forcément, ça crée un décalage. Si à l'intérieur il y a une émotion et que c'est pas du tout ça que tu exprimes, ben, ça Mm. renforce le sentiment d'être imposteur. Et oui, je suis d'accord avec toi, on est dans une société où on n'a pas vraiment autorisé. Alors, on peut se l'autoriser, hein, parce que c'est Mm. l'ambiance générale, mais ça évolue. Et puis, plus on s'autorise ce genre de choses, plus on s'entoure de gens qui sont prêts à aller vers ça aussi. C'est clair. Mm. Et il y a plein de petits mots qu'on dit, même quand on a, bah, quand on n'a jamais réfléchi à tout ça, qu'on peut faire avec même nos proches, avec la meilleure volonté du monde, mais qui peuvent faire des dégâts. C'est quand quelqu'un est triste ou même un enfant, de lui dire non, mais ça va bien se Oui. passer, c'est pas grave, tout ça. Bah, le message Mm. qui est envoyé, c'est ravale ton émotion, fais Mm. semblant que tout va bien et ça va aller, quoi. Mm. Et c'est exactement, en fait, pour les émotions, c'est tellement libérateur, en fait, quand on arrive à se les autoriser. Et moi, tu vois, dans le domaine de la parentalité, il y en a beaucoup. Les émotions, pour les enfants, accompagner les enfants dans les émotions, c'est un grand sujet que tout le monde met en avant et tout. Et là, oui, mais aussi s'autoriser ses propres émotions. Et moi, je Mm. vois beaucoup de mamans, en fait, elles elles sont bloquées parfois parce qu'elles se sont jamais autorisées la colère. Parce que les colères chez les petites filles, c'est pas très bien vu. Que la tristesse, on la sort un peu, mais elle est vite ravalée. Et en effet, c'est ce qu'on transmet après à nos enfants. Parce que bah, si tu es en colère et que tu cries, que tu t'opposes, bah, c'est pas top. Si tu pleures, bah, ça fait mal au cœur de voir son enfant pleurer. Donc c'est bah non, ne pleure pas, ça va aller. Et c'est parce que ça montre à quel point nous, on n'est pas à l'aise avec nos émotions, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que moi, je vois le résultat 20, 30, Ouais, 40 ou 50 ans après. c'est ça. Parce que quand la première fois que j'ai les personnes qui souhaitent être accompagnées en appel, on fait le point sur d'après elles, d'où est-ce que ça vient. Et Mhm. bah, ce que je leur explique, c'est pas parce que vous n'avez pas eu des parents maltraitants ou qui étaient hyper rigides qu'ils vous ont pas transmis certaines choses. Et Mm. si vos parents avaient déjà eux-mêmes une façon de gérer les émotions où c'était très intérieur, on n'avait pas le droit de les exprimer, ou on se conformait à certains modèles, ben, même s'ils n'ont pas voulu transmettre ça, l'enfant, Ouais. il fait la même chose que ce qu'il a vu. Mm. Donc, son idéal, Ouais, c'est ça c'est ça. ensuite. Et Mm. donc, quand on s'autorise pas soi ses émotions, bah, c'est le message qu'on transmet à son enfant, même si à lui, on l'autorise. Mm. Exactement. Puis c'est d'où l'importance vraiment d'aller voilà, se donner des permissions, s'occuper de soi. Et quand je parle de s'occuper de soi, c'est pas juste aller se faire masser et, et faire une petite pause. C'est important aussi parce qu'on en a besoin. Mais c'est vraiment comment je vais aller prendre soin de la partie enfant à l'intérieur de moi, de toutes mes émotions, de toute ma créativité, mes envies, et arrêter de mettre un gros couvercle là-dessus, parce qu'en fait, tout ça, ça nous met en tension et ça génère justement bah, toutes ces croyances qu'on a mis en place de, en fait, je suis pas à la hauteur, je le mérite pas, je suis pas faite pour ça, enfin, qui nous plombe la vie quand même. Ouais, assez clairement, ça plombe pas mal la vie. Et c'était en train de raconter ça, j'ai eu une idée qui m'est passée par la tête et c'est ressorti direct. Ouais, c'est pas grave. Et alors, tu Là, disais que ça touchait beaucoup les femmes. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça? ah, ça y est, l'idée est revenue quand tu m'as dit les femmes. Alors, c'est que par notre socialisation, les femmes et les hommes, on ne réagit pas aux choses de la même manière. Mm, Et même les syndromes de l'imposteur chez les hommes ne sont pas exactement les mêmes. C'est mm, intéressant à voir aussi. Aussi, les hommes ne sont pas forcément autorisés à exprimer leurs doutes, donc ça leur fait une ouais, barrière c'est clair. supplémentaire. Mm,
Après, moi, ce que je vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne, donc essentiellement des femmes, c'est le besoin de, enfin le besoin, la tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens. C'est même un apprentissage Mm, premier. Et donc, mm, avant même d'avoir l'idée de se dire, bah tiens, de quoi j'ai envie, moi, il faut arrêter de mettre toute son attention sur l'autre. Parce que du coup, mm, sinon, ça, forcément, quand toute ton attention est sur l'autre, tu ne peux pas ressentir de quoi toi tu as besoin. mm, Donc ça, c'est le premier point. Et pour moi, c'est un des points qui fait que les femmes ont plus de syndrome d'imposteur que les hommes, c'est qu'on a l'éducation et elle tend à changer, mais c'est très lent quand même. mm. L'éducation qu'on donne aux petites filles, c'est plutôt d'être ce qu'on appelle en anglais dans le care, prendre soin de Oui, l'autre, de la c'est ça. relation, d'être vraiment l'infirmière, la maman, tout ça. Mm, Alors que l'éducation des petits garçons est plutôt vers l'exploration, la compétition, la réalisation individuelle. Ce qui fait que ils ont peut-être moins cette tendance-là, parce que quand on est très centré sur l'autre, sur les besoins de mm, l'autre, on a tendance à s'oublier soi-même. ouais, Et du coup, créer ce décalage entre ce qui est exprimé pour faire plaisir à l'autre aussi et ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors mm, que les hommes ont un peu moins, entre guillemets, de scrupules à exprimer mm. ce qui ne va pas, même s'ils ont leur part de façade Oui, et ça va s'exprimer différemment en fait chez les hommes. voilà, et ils ont leurs Mm, propres problématiques que nous, on n'a pas, hein. Mais mm, de ce point de vue-là, en général, ils sont moins tournés vers les autres, ne mm, serait-ce que par l'éducation, en fait. Et donc, moins cette tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens. Pas tous, mm, hein. J'en connais effectivement avec qui je travaille d'ailleurs, oui. où c'est l'inverse, mais globalement, c'est Mm. ça. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est vraiment il y a cette dualité entre ce que je fais pour les autres et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mm, Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup et vraiment avec les mamans, c'est en plus, il y a le côté, non seulement je prends soin des autres, mais c'est mes enfants, donc c'est sûr qu'ils passent à 10 000 fois avant moi. Et sauf que bah, il y a un moment aussi pour les enfants, c'est aussi important d'avoir une maman qui se sent bien, qui va bien, qui est épanouie. Alors, c'est pas pour se mettre la pression, mais c'est juste pour porter son attention sur le fait que bah, quand on fait tout le temps passer les autres avant nous, c'est pas forcément le mieux, même pour eux. Et en plus, ça crée une tension à l'intérieur de nous. Vraiment, je trouve que c'est comme si, enfin, il y a cette phrase qui dit quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment ça. Et des fois, je fais pour les autres, mais du coup, je me suis tellement niée que ça crée voilà, une insécurité à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais pas écouté une partie de moi, en fait. mm, complètement, ouais. Ouais. Mm, Et ouais, cette tendance-là à pas écouter, pour moi, enfin, de ce que je vois, elle est plutôt très féminine. mm, Comme on le disait tout à l'heure, du coup, le problème, c'est que du coup, les enfants vont recopier ça. Et pour mm, les femmes que j'accompagne qui ont des enfants et qui sont très soucieuses, qui même parfois se lancent dans cet accompagnement en se disant, je le fais surtout pour mes enfants, ouais, soit parce que ben, leur mal-être finit par rejaillir dans la famille et ça finit en cris, en pleurs et voilà, c'est pas mm, terrible, soit parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont en train de transmettre un modèle qui pose problème. Du mm, coup, quand je sais que c'est ça leur première motivation, c'est ce que je leur dis, bon bah, pour le bien de vos enfants, pensez à vous en premier, s'il vous plaît. c'est ça. Mm. Mais oui, c'est ça. Et alors, faut Mm, déconstruire, faut expliquer pourquoi, parce que comme ça paraît pas évident. Mais du coup, ça peut être une super motivation pour mm, justement se décomplexer et se dire, en fait, c'est pas que pour moi que je prends soin de moi, je le fais aussi pour les mm. autres. Ouais, exactement. Puis moi, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, les femmes qui rejoignent mon accompagnement, en général, c'est parce que, voilà, elles sont arrivées à un moment où bah, elles n'ont plus la relation qu'elles veulent avec leurs enfants. Elles se mettent à crier, elles craquent. Et en fait, ben, on va revenir à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, à quelle partie de toi, en fait, tu prends, enfin, de quelle partie de toi tu prends soin ou lesquelles tu as oublié. Mm, complètement. Et Et c'est puis, important de revenir à ça. Mm. puis ça, c'est une partie qu'on n'aime pas trop voir, mais Ouais. promis, je parle avec bienveillance complète parce que si je travaille sur syndrome d'imposteur, c'est que j'en ai eu un aussi, hein. Mm. C'est pas par hasard. Et puis un beau. Mais quand on ne prend pas soin de ses propres besoins, d'une manière ou d'une autre, inconsciemment, on compte sur les autres pour Oui. les remplir à notre place, parce que c'est ce qu'on fait pour les autres. Mm. Et ça finit par créer de l'amertume, de l'aigreur, de Mm. la tristesse,
un sentiment que bah, c'est injuste, que les autres ne prennent pas soin de nous, etc. Et ça finit par créer du conflit alors que les autres ne sont pas censés remplir nos besoins. C'est Mais ça, ouais. Mais c'est le triangle de Karpman où tu rentres dans sauveur-persécuteur. Et ça c'est aussi enfin, c'est quelque chose d'hyper important. Et oui, ça fait un peu mal de le dire. En même temps, je pense que c'est important de le poser. C'est que quand on prend soin des autres, alors évidemment, nos enfants, ils sont dans une posture de dépendance dans une certaine mesure, mais pas pour tout. Donc, quand on prend soin de l'autre, ben, on l'empêche de prendre soin de ses besoins tout seul. Et donc, quand ouais. même, le but en tant que parent, c'est que nos enfants, ils deviennent quand même un peu autonomes, qu'ils arrivent à s'en sortir tout seuls. Donc, c'est aussi important qu'ils fassent leurs propres expériences. Et puis, même parfois, on a tendance à prendre soin un peu de nos amis, de notre conjoint, de plein de monde qui n'ont pas besoin de nous. Et donc, on les met dans une posture de victime quelque part, hein, ou d'ayant besoin alors qu'ils n'ont pas besoin. Et après, en effet, si jamais ils nous disent pas merci, si jamais ils sont ingrats, après on va rentrer dans de la frustration, de la colère et s'énerver contre eux, quoi. Complètement. Mais ça me fait penser aussi, souvent avec les femmes que j'accompagne, il y a une problématique autour de, bah, de mettre ses limites et dire non. Mm. Et une des premières choses que je travaille avec elles quand je leur dis, bon, vous avez du mal à dire non, ok, et vous, quand on vous dit non, vous le prenez comment? Et souvent là, ça en dit long. Ouais, c'est C'est sûr. que, bon, elles ont du mal à dire non parce qu'elles-mêmes, elles le reçoivent très mal, elles le prennent Mm. personnellement en fait, et qu'il y a une confusion entre où est ma limite, où est la limite de l'autre, et le fait que quelque part, je n'ai pas le droit de dire non, mais réciproquement, l'autre n'a pas le droit de me dire non non plus. Mm. Mm. Et donc, il y a un Ouais, et travail à faire là aussi. c'est ça, et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment, ça parle de comment on prend soin chacun de ses propres besoins, comment on délimite notre espace. Il y a aussi toute la notion de responsabilité pour moi qui est importante, de je suis responsable de ma part, de ce que je fais, de ce que je dis, mais pas de la part de l'autre. Et il y a quand même besoin de lâcher ça de temps en temps, surtout, surtout avec les enfants où on se dit, on voudrait qu'ils soient extraordinaires, parfaits, sages, heureux. Et en vrai, on n'a pas de prise là-dessus Hmm. et de réussir en fait à laisser de la place à chacun. Et ça, je pense que pour ça, faut plus toi t'es ancré, plus toi t'es à l'aise avec tes propres limites, plus tu vas naturellement laisser la place à l'autre en fait. Mhm. Complètement. Oui, et puis Mm. comme tu disais tout à l'heure, plus toi, tu es au clair avec tes limites, plus c'est facile pour bah, les enfants, du coup, de reproduire la même chose, poser leurs Mm. limites par la suite Mm. avec d'autres personnes. Et puis, se rendre compte aussi que on donne un modèle de responsabilité sur ses propres émotions et lui permettre d'aller chercher des ressources par ailleurs, autres que Mm. bah, maman, maman, maman sans arrêt. C'est ça. Ouais. Ça vaut avec les amis et les conjoints aussi. Oui. Bah, en fait, alors ça me fait penser à un partage pour le coup assez personnel, mais je trouve que c'est aussi important. Alors moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement au cœur de par mon histoire, mais euh, en fait, il y a un truc que là, pour le coup, on n'a vraiment pas envie d'entendre, c'est qu'on ne sera pas là tout le temps dans la vie de nos enfants. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 16 ans. Donc, je suis bien placée pour le dire. Et donc, oui, moi, il y a une part de moi qui me dit, j'ai aussi envie que mes enfants, ils soient capables, évidemment, que je préférais être là jusqu'à leur mariage, leurs enfants, leur vie et tout ça. Mais je n'en sais rien. Et pour moi, c'est hyper important, en fait, qu'ils ne soient pas dépendants de moi, en fait. De leur offrir cet espace de liberté, bien évidemment que ils ont besoin de moi, c'est mes enfants et je les aime et je suis là pour eux. Mais aussi, j'ai ma propre vie, ils ont leur propre vie en dehors de moi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un cadeau de leur permettre de prendre soin de leurs propres besoins, de libérer leurs émotions, de s'exprimer et de se dire que, bah voilà, en fait, même si je suis pas là, ils sont capables ils ont déjà tout ça à l'intérieur, quoi. Complètement, ouais. Et en fait, ça me fait repenser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le modèle de mère idéale. Je pense que intellectuellement, ce que tu viens de dire, la plupart des personnes qui nous regarderont seront d'accord. Là où c'est difficile, c'est d'accepter de mettre ça en place, sachant que ça ne correspond pas au modèle idéal qu'on nous a transmis et que la société nous montre sans arrêt. Et ça veut dire ben, s'exposer aussi, peut-être, à la critique des autres,
Oui. Évidemment, quand on pèse le pour et le contre, quand on se dit: «Oui, bah, le bien-être de mes enfants, est quand même plus important que la critique des autres». Oui, intellectuellement, on est capable de le concevoir. Mais en même temps, dans la vraie vie, c'est dur. Ouais, émotionnellement, c'est difficile. C'est Mm, difficile de paraître pour la mauvaise mère parce que tu poses tes limites et que, bah, mm, tu dis non à là où tes enfants auraient préféré entendre oui, là où la société a mm, tendance à te dire: «Ah mais attends, tu prends du temps pour toi, vraiment là? mm. Tu pas autre chose à faire que de t'occuper de toi-même?» C'est Ouais. donc Il y a un tabou tellement important sur ça, sur le fait de s'occuper de soi, de prendre des temps où tu fais rien. Tu sais, t'es pas dans le faire, t'es pas dans quelque chose de concret. Et alors? ouais, carrément et là, j'ai pas fait exprès, mais c'est dans la thématique. Je suis en train de lire un roman de Carole Five qui s'appelle «Tenir jusqu'à l'aube», je crois, où, c'est l'histoire d'une mère, célibataire avec son bébé de 2 ans et qui, Mhm. visiblement, de ce qu'on comprend dès le début du roman, elle étouffe parce qu'elle est graphiste en freelance, donc elle est toute la journée avec son bébé, qu'elle a pas réussi à mettre en garde parce qu'elle est pas salariée, qu'elle a pas d'argent, tout ça et où en fait elle en peut plus et la nuit, elle commence à sortir, bah, au début 5 minutes hors de son appartement pendant que le Ouais. petit dort. Puis après elle Mm, essaie de faire 15 minutes et puis elle essaie de regratter mm, du temps de vie pour elle, en fait. mm, Et ça me touche cette histoire parce que, bah, oui, il y a des situations de toute façon, notre société est hyper inégalitaire et je suis très admirative des mères, solo parce que mm. faut C'est dur, faut quand hein. même ouais. Et pour celles qui ont la chance d'être dans un couple où j'espère tout va bien, c'est pas si facile que ça finalement non plus de dire: «Bah, en fait, je vais faire passer mon bien-être entre Mm, guillemets avant celui de mon enfant» parce que tout ouais, ça se discute et il y a vraiment un très, très gros tabou sur ça. mm. Ouais, et je pense que ce tabou aussi, il est aussi lié à une certaine confusion, comme s'il y avait soit moi, soit l'enfant. Ouais. Et en plus avec, alors moi qui suis beaucoup dans la parentalité positive et tout ça, c'est le côté, oui, il faut être à l'écoute de son enfant, il faut être disponible, faut... Mais en fait, ça commence par soi, parce que si toi, t'es à bout, si t'en peux plus, en fait, t'es pas vraiment disponible. Et on n'est pas obligé d'être 100%, enfin, 100% avec notre enfant ou 100% avec soi-même. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Et moi, ce que je remarque, c'est que, et je pense que tu dois avoir la même chose avec tes clientes, c'est quand tu apprends à dire non, tu apprends aussi à dire des vrais oui. Et tu Oui. apprends à être vraiment disponible pour l'autre. Et moi, j'ai une maman notamment, elle prenait tous ses mercredis pour être avec sa fille. Mais en fait, ces mercredis, pour elle, ça devenait une contrainte parce que elle était pas bien, hein, ça la saoulait. Enfin, du coup, elle faisait des trucs, donc elle était dans le faire, mais concrètement, elle n'avait pas envie d'être là, quoi. Et Mmh. elle a appris à poser ses limites, mais avec beaucoup d'amour en fait. C'est juste qu'il y a des moments, ben voilà, c'est pas ok pour elle. Et du coup, elle était beaucoup moins dans la frustration. Et donc maintenant, quand elle est avec sa fille, c'est beaucoup plus, finalement, elle est beaucoup plus épanouie, beaucoup plus disponible avec sa fille maintenant. Moi, ça me fait penser à mon expérience, personnelle avec ma propre mère, où on est, 30 ans plus tard, mais voilà. Mais c'est hyper Hem, intéressant de voir ce que ça donne 30 ans plus tard, justement. Ma mère, elle a malheureusement, bah, beaucoup intégré ce modèle de tout faire pour ses enfants avec, Mm, bah, elle a fait du mieux qu'elle a pu avec qui elle était, hein, ça j'ai aucun reproche à lui faire sur ça et en fait, jusqu'à tard dans ma vie d'adulte, je pense qu'elle avait encore cette image de, on doit passer du temps en famille et donc mm, on doit être ensemble. Mais est-ce que moi, là, maintenant, je suis présente à ce que tu es en mm, train de me dire? mm. Bof. Et C'est alors, ça. quand j'avais 5 ans, je pense que ça me plaisait déjà pas beaucoup. Mais à plus Mm, de 30 ans, non, là, c'est plus possible, en fait. mm, On est obligé de rien. Donc, j'ai pas besoin que tu sois là pour faire semblant que tu m'écoutes. mm, Et donc, bon, là, les choses sont venues de moi bah, parce que j'ai un travail aussi qui est lié à ça et que moi-même, c'est quelque chose qui m'interrogeait depuis des années, de lui proposer des espaces différents, des manières mm, de faire différentes qui nous permettent de nous retrouver à des endroits où on avait envie d'être ensemble toutes les deux et pas mm, juste l'habitude, le truc qui a mm. toujours été comme ça parce que c'est comme ça qu'on se retrouve. Et ça nous a permis de nous découvrir complètement autrement. J'ai C'est rencontré chouette. la femme et pas seulement ma mère Ouais. Mm, et la personne qui avait derrière le rôle, quoi. Et ça, mm. c'est un super cadeau. Mm. Ouais, c'est ça. Et tu vois, tu dis la personne derrière le rôle, je trouve ça très joli parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est passer de la contrainte, de l'obligation à quelque chose de beaucoup plus authentique, en fait.
Mm, mm. de plus vrai. C'est-à-dire que enfin, moi, je pense pas que mes parents, ouais, joli lapsus. Je pense pas que mes enfants, ils aient besoin que je fasse semblant, voilà, que je sois parfaite et tout. Par contre, le fait d'être moi, de leur montrer qu'est-ce qui m'anime dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi. Bien évidemment que je suis là pour eux et voilà, je suis à l'écoute, je passe énormément de temps avec eux, mais en fait, quand je suis avec eux, je- j'arrive à y prendre du plaisir en fait, je suis contente. On fait des activités ensemble, je lis des BD avec mon fils, il me fait découvrir des trucs, des BD que j'avais moi mais que j'avais jamais lu. Enfin, et, et du coup, on est dans autre chose que il faut faire ça. C'est vraiment Mm, quelque chose de plus sincère, quoi. mm, mm. Ouais, complètement. Et quand tu t'expliquais ça, je repensais aussi au... Bon, moi, ma mère, elle est née dans les années 60, donc elle a eu un modèle de la maternité qui était encore différent de celui qui existe Mm. aujourd'hui. Mais ce que je trouve particulièrement dur en plus aujourd'hui, c'est que bah, les femmes que j'accompagne, souvent, elles ont eu des mères qui étaient mères au foyer. Mm. Donc avec tout le temps qu'il fallait pour faire les plats maison, tenir la maison, pouvoir faire des trucs aux enfants, blablabla. Et aujourd'hui, elles doivent être en plus des super woman au boulot et super bonne maman à la maison. Et puis évidemment, il faut être une super épouse et amante dans un monde Ouais. idéal. Mm. Euh, et bon, alors déjà, pour les clientes qui me disent qu'elles sont pas des mères parfaites, je leur dis en général, bah, tant mieux, de toute façon, votre enfant ira voir un psy, quoi qu'il arrive, et il parlera de vous, donc que vous C'est soyez ça. parfaite ou pas, ça ne change rien. Et puis pour celles qui ont eu, entre guillemets, des mamans parfaites, donc les mamans qui, sur le papier, on peut leur donner la Mm. médaille d'or, elles ont rempli toutes les règles, c'est pire que tout, en fait. Ouais. Ça donne des mamans, ensuite, qui ont le syndrome de l'imposteur par rapport à leur propre mère Ouais. qui se disent: «Moi, j'arrive pas à faire aussi bien qu'elle, en fait. Ouais. C'est mon modèle, absolu, mais j'arriverai jamais à ça. Ça veut dire que je Mm. suis nulle, je suis une mauvaise mère». Et donc Mm. elles se gâchent le temps qu'elles ont avec leurs enfants parce qu'elles n'arrivent pas à être présentes complètement en se détachant de l'idée de ce qu'elles devraient être. Mm. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en plus, cette vision de ma maman, elle était parfaite, euh, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand tu vas aller creuser derrière, quand tu vas aller voir, en fait, il y a quand même... On a tous, enfin, clairement, personne n'est parfait. Moi, je suis pas du tout parfaite avec mes enfants. Je sais ils auront sûrement des choses à me reprocher plus tard, ou en tout cas, pas forcément à me reprocher, mais à travailler dessus, sur leur confiance et tout ça. Je pense qu'on peut toujours évoluer. Mais, en tout cas, moi, j'ai pas envie qu'ils aient une vision de moi en tant que mère parfaite parce que je trouve que c'est beaucoup trop lourd à porter derrière. Et puis Mmh. en plus, du coup, ça te met presque une barrière pour pas voir en fait ce qui peut-être t'a manqué quand t'étais enfant et ce qui continue de te manquer étant adulte que tu continues de reproduire inconsciemment parce que t'arrives pas à aller le voir. Et alors Mmh. moi, bizarrement, le fait que ma mère soit décédée, c'était plus facile de remettre un peu, enfin, à la fois plus difficile et plus difficile de remettre un peu ça en question. Mais en fait, avec tout ce que tout ce que je suis allée interroger sur moi, je me suis rendu compte à quel point, oui, elle était parfaite sur le papier, parce que elle s'occupait de nous, elle nous faisait à manger, elle était là tout le temps. Mais en fait, elle était tellement malheureuse qu'elle était présente physiquement, mais pas moralement. Donc en fait, moi, je me suis pas sentie aimée, hyper choyée. J'ai pas eu l'impression de mériter parce qu'en fait, elle était là, mais j'avais l'impression d'être invisible en fait. Et donc, Mmh. tant que je remettais pas ça en question, ça veut pas dire que je pense qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu et qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait en fonction de ce qu'elle vivait à l'époque. Mais tant que je l'idéalisais, en fait, je pouvais pas aller voir ce qui m'avait Mmh. manqué et du coup, je pouvais pas m'occuper de cette part de moi en fait. Carrément. Mais moi, les femmes qui ont une problématique comme ça, avec cette image de mère idéale qu'elles ont de leur propre mère, c'est ce que je leur invite à aller voir aussi, c'est qu'est-ce qui était pas si idéal en fait. Parce C'est que ça. souvent, on a mis le truc sous une bulle, tu sais, pour l'admirer, l'avoir dans un placard et se dire, Mm. ah waouh, moi j'ai eu la chance d'avoir une mère idéale. Et c'est difficile des fois d'aller désacraliser et de regarder en Mm. face. Et une cliente avec qui je travaille là en ce moment qui avait cette impression que sa mère était idéale et qu'elle, du coup, bah, elle travaille, sa mère était mère au foyer, donc bah, elle n'arrive pas à Ouais. faire aussi bien. Mm. Au-delà de ça, quand on a commencé à creuser de est-ce que j'ai eu vraiment une mère idéale ou pas,
ben, elle a fini par accepter de voir que, bah oui, faisait les gâteaux, elle était là, etc., machin. Elle n'était pas forcément malheureuse, mais elle n'était pas présente émotionnellement pour Ouais. ses enfants. Mm, mm. C'était une super nounou, quoi. Et Ouais, encore, c'est il y a ça. des nounous qui sont très, très impliqués dans leur Mm, travail. Je ne veux pas mm, dénigrer le travail des nounous, mais l'aspect émotionnel aimant, mm, typique de la mère, n'était pas forcément présent. mm. Et bon, en général, la génération suivante essaie de donner à ses enfants ce qu'elle n'a pas eu elle-même. Donc, on va finir par avoir des super méga mamans Mm. développées Ouais, mais du coup, en personnellement, fait, etc. Mais quand, quand tu essayes quand tu de compenser ce que toi, t'as pas eu sans te l'être donné à toi-même, du ouais, coup, tu es ça dans marche pas. quelque chose de surréaction. Enfin, tu es dans la Hmm. compensation et du coup, encore une fois, tu as du mal à être dans le juste milieu. Et tu vois, cette relation émotionnelle, en fait, entre la maman et l'enfant, et le père aussi, bien évidemment, c'est tout le lien d'attachement, en fait. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi, du coup, peut aussi être à l'origine d'un syndrome de l'imposteur, de cette sensation de ne pas être à la hauteur. C'est comment, dès ma naissance, j'ai été aimée juste parce que je suis, en fait. Comment on m'a regardée? Est-ce qu'on m'a regardée en disant waouh, juste t'existes et ça suffit à ce que tu sois aimée, quoi. Hmm. Ouais, tu mets le doigt sur un truc tout à fait juste. Moi, j'ai un espèce de bingo du syndrome de l'imposteur. En général, je sais où aller chercher. Tu vois, quand j'ai personne en appel, elle me dit non, Ouais. non, je vois pas d'où ça vient. Mais en gros, j'ai une dizaine de cas où, bon, bah, ça, c'est bon. Si tu coches une de ces cases, c'est. Mm, Et dans les cases, il y a évidemment ce truc de l'amour conditionnel, c'est-à-dire mm, j'étais acceptable que si je remplissais telle condition, j'étais aimée que à cette condition-là. mm, Et donc forcément, bah, ça force à maintenir tout au long de sa vie. Par exemple, je ne suis aimée que si je suis parfaite. Donc, mm, dans les moments où je ne suis pas parfaite, je ne peux pas être aimée. Et mm, au fond de moi, je sais que je ne suis pas parfaite. Donc je peux pas être aimée. Voilà. Et du coup, ben, je fais le maximum pour que les autres aient cette image de perfection parce que c'est ce qui me donne l'impression d'avoir le droit d'exister. Mais au fond, déjà, c'est une super pression et ça crée souvent des situations de surmenage. Et puis, Mm. je sais que c'est pas vrai. Donc, forcément, j'ai cette impression que si les autres me connaissaient vraiment, ils m'aimeraient pas, en fait. Ouais, oh, ça résonne tellement en moi, si tu imagines pas. Mais c'est vraiment ça en fait. Et tu vois, c'est vraiment ça le côté que j'entends moi derrière le mot imposteur. C'est ça, c'est s'ils savaient. En fait, les autres se trompent. Et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, même avant d'être entrepreneur. Tu vois, quand j'étais sage-femme avant, il y avait ce fameux rendez-vous annuel pour te dire ce qui va pas. Et bon, bah, on me disait, mais toi, c'est bon, il n'y a aucun problème, voilà, tout se passe bien. Et à chaque fois, j'avais cette petite voix à l'intérieur de moi de me dire, oh, mais ils vont se rendre compte en fait, je suis nulle. Et quand ils vont s'en rendre compte, ça va être la catastrophe. Et plus on me disait que c'était bien, plus j'avais vraiment cet écart, tu vois, qui se creusait entre, oh, ils vont se rendre compte que en fait, je suis pas du tout à la hauteur et ça va être la cata. Mais ouais, ouais, c'est joli comme. Enfin, je trouve ça chouette que tu le partages. Moi-même, j'ai vécu ça, ce truc de vraiment ce que je fais là est suffisant. Vous avez l'impression que c'est OK, mais en fait, c'est juste parce que vous n'avez pas remarqué que c'était pas si bien C'est ça. fait, ou voilà, tu vois. Et Marc, tu parles de moi là. C'est bien. Il y a Martine qui se sent concernée aussi. ouais, bah ouais, tu m'étonnes, on est quand même beaucoup. Mm, Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, sur ce décalage? Tu disais le fait que au travail, plus on me disait que c'était parfait, plus tu te disais c'est mm, juste. Ah oui, voilà, c'est ça. Moi, l'image que j'ai souvent envie de partager quand on parle de ça, c'est en fait, on a tendance à vivre comme si les autres avaient un manuel de comment bien réussir sa vie et qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est un peu comme si mm. tout le monde avait ce livre-là et que, en fait, nous, on ne l'avait pas. On n'est pas au Oui, courant, on l'a c'est jamais reçu. Et on fait semblant qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. ça. Et en fait, personne ne l'a eu, hein. Vous pouvez Oui, c'est respirer. ça. Et un autre grand secret, c'est que les adultes n'existent pas. Ah, j'adore. C'est que, en fait, personne ne sait ce qu'il fait. C'est juste qu'il y en a qui ont l'air plus tranquilles avec ça et qui sont persuadés que ce qu'ils font, c'est la bonne réponse et c'est OK.
Et il y en a d'autres qui ont souvent ce doute de se dire, est-ce que c'est bien ça? Alors, il y a plein de raisons différentes qui fait qu'on peut avoir ce doute et il est sain. C'est bien hein, de se poser la question. Mm, Là où ça pose problème, c'est quand on commence à se torturer avec ça et avoir l'impression qu'il y a un problème mm, avec soi. mm. Oui, c'est la différence entre, bah voilà, j'ai le droit de me tromper, ce qui est quand même un truc très important pour moi, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais qui me tient à cœur du coup. Le fait Hmm. d'avoir le droit de se tromper, de se dire, bah c'est ok en fait, je peux, voilà, pour moi c'est ça, c'est ma vérité, c'est ma croyance, mais je peux me tromper et je peux remettre ça en question sans m'effondrer. Hmm. Et oh là là, je suis trop nulle, je me trompe tout le temps, ça va pas, enfin, c'est Hmm. vraiment où tu arrives à te situer, quoi. J'aime beaucoup ça, Ouais. le fait qu'il n'y ait pas d'adultes, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi pas mal ressenti de à quel moment t'es adulte en fait? Qu'est-ce qui fait que tu te sens adulte? Parce que il y a tellement de moments où t'as beau être adulte, tu sais pas du tout, tu te dis mais là je sais pas ce que je fais, j'ai des responsabilités, je sais pas quoi faire. Et bah, en fait on est toujours des enfants quand même, hein. Ouais, c'est ça. Et franchement, pour bosser avec que des personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, tu serais étonné du type de profil qui peut avoir un syndrome de l'imposteur, hein. C'est assez Mm, impressionnant parce que des fois, quand tu les vois de l'extérieur comme ça, tu te dis, j'ai déjà eu, je te jure que c'est vrai, une fois j'ai eu un appel, je ne suis pas toujours très à l'aise pour travailler avec les hommes, voilà, comme ça c'est dit, mm, je ne me cache pas, euh, parce que moi-même j'ai des choses à travailler sur ça et voilà, ouais, c'est OK. mm, Et une fois, j'ai eu un appel avec un homme qui a quand même insisté pour qu'on fasse l'appel. Et il a allumé son. Quand la visio s'est allumée, il avait un énorme bureau et derrière, il y avait une porte vitrée, donc rien de spécial. Sauf que dans la vitre de la porte, je voyais se refléter le haut des buildings à la Défense, ah oui. signe que son bureau était tout en haut de son propre building. Je dis, ah, ok. Et donc, il m'explique que oui, c'est pas si facile de venir d'une famille bourgeoise, on n'a pas le droit de se planter et que dans sa famille, tout le monde est directeur de machin truc, notaire et blablabla. Mm, Voilà. Forcément, moi qui viens d'une classe populaire et une partie de moi qui ne pouvait pas s'empêcher de dire ah bah, c'est dur la vie, tout ça. Bon, c'est ma propre partie qui, c'est voilà, ça. je l'accueille, elle n'a pas raison, mais elle est là. Mais c'est marrant comme on se doute pas que des personnes qui sont à Mm, des niveaux aussi élevés se sentent pas capables, se sentent pas à la mm, hauteur. Et mm, moi, dans les personnes que j'accompagne, il y a une avocate, il y a une chef d'orchestre, il y a une astrophysicienne. mm, Comment ça se fait, tu vois? Et mm. après, je sais pourquoi, mais c'est pour dire, voilà, ça Oui. concerne Mm, pas juste, juste entre guillemets des personnes qui ont des métiers plus classiques. ouais. C'est même chez des gens qui sont réputés pour leur expertise et qu'on vient voir pour leur demander leur avis. Et ces femmes-là qui sont quand même impliquées dans des projets où voilà, il y a beaucoup de regards sur elles, etc. Bah, quand la porte de leur bureau elle se referme, elles se disent oh, je vais jamais y Ouais. arriver, hein. Et c'est tellement important. Martine, elle dit c'est pareil toute la vie, oui. Et c'est tellement important, en fait, de dire ça, de libérer cette parole, de dire, en fait, c'est pas parce que on est reconnu dans notre domaine ou qu'on a une forte position ou qu'on a un métier. Je pense qu'en plus, quand tu as un métier, enfin, voilà, quand tu augmentes, quand tu montes en niveau de responsabilité, de, bah, il y a un côté, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Parce que, encore une fois, à l'intérieur, on est toujours des enfants en train de se dire, mais ok, c'était rigolo, mais là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je vais me planter? Qu'est-ce qui se passe si je me plante? C'est lourd, quand même. Ouais, bah oui, et puis en plus, plus on a accumulé des signes de réussite sociale. Alors c'est ce que je dis toujours, c'est Mhm. si vous avez un syndrome d'imposteur, félicitations, ça veut dire que vous avez réussi quelque chose dans votre vie, Ouais. en Mm, tout cas du ouais. point de vue de notre société, parce que c'est sûr que si demain vous vous retrouvez au chômage, sans famille, à la rue, vous n'aurez pas de syndrome de l'imposteur, hein. Personne ne Mm, va vous dire, ah non, tu mérites pas vraiment d'en être arrivé là où tu es. Non, ouais. Mm, ça mm, c'est sûr. Et ouais, c'est important de se rendre compte de ça, que ça vient du fait qu'on a quand même réussi déjà quelque chose et qu'il y mm. a une part de nous qui est en insécurité avec ça, qui se demande C'est est-ce ça. que je le mérite ou pas en fait. Mm, ouais. Ouais, Mm. c'est ça. Et comme tu dis, en fait, plus tu as de reconnaissance de l'extérieur, et c'est marrant parce que là, tu vois, ça me fait vraiment penser à ce qu'on transmet à nos enfants, l'importance de comment tu transmets les informations. Parce que quand tu dis à quelqu'un,
je sais pas, par exemple, tu dis un truc tout bête, ah, t'es super jolie aujourd'hui. Moi, je me sens moche. Enfin, c'est pas le cas, mais, mais si je me sens moche, non, moi, je me sens hyper belle. Mais c'est une boutade, mais bon. Bon, tu Mais si pourrais, tu te hein, sens... c'est bien, tant mieux pour toi si En c'est fait, le je cas. me sens bien. En fait, je me sens pas ni belle ni moche. Je me sens juste bien avec moi-même. Je suis OK. Et donc, en fait, quand tu te sens moche, ben, plus on te dit que t'es belle, et plus ça crée une confusion de, ben non, en fait. Et quand là, nous, dans ma formation, on a beaucoup fait, on fait des présentations devant les autres, et à la fin, forcément, tout le monde fait des feedbacks. Et je sais que moi, quand je l'ai fait, et d'autres collègues, quand on l'a fait, bah, quand on te dit que des trucs positifs, t'es là, ok, mais sinon, vous me dites ce qui était pas bien. Il y a un côté, voilà, plus on me dit ce qui est bien, et moins j'y arrive. Et avec nos enfants, je pense que c'est aussi important de faire attention à comment on leur dit les choses. On est beaucoup on est beaucoup sur le c'est bien ce que tu fais, bah, je te mets une bonne note, ou j'aime quand tu fais ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi évidemment, ça fait partie des choses, parce qu'on a besoin d'être reconnu par nos pairs, mais aussi de dire, ok, quand tu as réussi ça, quand tu as fait ça, tu t'es senti comment à l'intérieur de toi? Ou là, ton dessin, toi, t'en penses quoi? Et c'est une gymnastique qui est pas évidente, mais d'amener l'enfant, en fait, à, à se, à se reconnaître lui-même, quoi, quelque part. Mmh. Carrément, mais en fait, c'est un des premiers trucs que je fais faire aux personnes qui travaillent avec moi sur le syndrome de l'imposteur, c'est de leur permettre de regarder ce qu'elles ont déjà réussi dans leur vie. Mm. Parce qu'elles ont cette tendance à regarder que ce qui va pas, que leurs défauts, que leurs insuffisances, etc. Et comme tu le dis, en fait, de pas essayer de réussir simplement parce que c'est ça qui va être validé par les autres, Mm. où je vois effectivement des espèces de cercles vicieux où plus je suis reconnue, plus j'ai la pression de devoir continuer sur cette pente ascendante, j'ai même pas le droit de C'est stagner, il faut faire encore mieux la fois d'après. ouais. Et du coup, un exercice que je fais faire, et si ça vous dit, faites-le, ça fait beaucoup de bien, mais en général, quand on n'a pas de coach pour dire j'attends le résultat à telle date, on a du mal à s'y mettre, c'est de faire la liste de toutes ses réussites dans Mm. sa vie, en fait. Et Ouais. pour savoir combien de pages il faut faire, je demande l'âge. Si vous avez 40 ans, c'est 4 pages. C'est une liste de 4 pages de réussite. Et vous Très les bien. remplirez, hein. En une vie, il y a 4 pages de réussite, c'est obligé. Mais oui, et en fait, ce qui est chouette aussi là-dedans, tu vois, c'est que des réussites, on en a tous les jours, Mm. sur plein de petites choses en fait. Je veux Mm. dire, moi, bah, un truc tout bête. Alors moi, je travaille beaucoup sur mon imperfection ces dernières années, donc j'ai lâché prise sur beaucoup de choses. Et dernièrement, en fait, j'ai fait une couverture plaid à mes enfants. Bon, bref, j'y ai passé des heures et des heures, mais en mode n'importe quoi. La première, elle est pas du tout carrée et tout, mais je m'en fiche en fait. Pour moi, c'est une réussite. Je suis allée au bout, quoi. Enfin, Mm. Martine, elle dit, je vais écrire gros parce qu'elle a 72 ans. Mais non, Martine. En 72 ans, puis ah, Martine, avec tout ce que tu as fait dans ta vie, je pense que tu as le droit à écrire un livre, hein, donc pas de Oui, souci. Enfin, je suis carrément, pas... ouais. Et puis 7 Mais pages, ça sera le minimum, hein, on peut faire plus, hein. c'est ça, c'est ça. Mais quand on commence en fait à, à voir les choses comme ça, à forcer notre attention sur ce qu'on a fait de bien, bah, petit à petit, ça devient quelque chose de plus ancré en fait. Complètement. Mais en Mm, fait, ce que tu expliquais par rapport à l'imperfection, parmi les femmes que j'accompagne, j'ai de temps en temps des artistes, chanteuses ou voilà, peu importe. Et une difficulté avec tout le domaine créatif, artistique, c'est que tu sais jamais quand est-ce que tu dois t'arrêter et à quel moment est-ce que c'est suffisamment bien, tu vois. mm, C'est mm, pas comme si tu fais une baguette, la baguette, à un moment, elle est cuite, elle est prête, c'est ça. et tu peux la faire 36 000 fois, mais à un moment, il y a une limite à la Mm, capacité que tu as à améliorer les choses. S'il y a des boulangères qui sont pas d'accord avec moi, vous pouvez m'écrire, c'est pas grave, mais voilà, je pense que sur le principe, on est relativement d'accord. Et en fait, quand tu es dans une idée de perfection, qu'il y a que ça qui peut exister, tu tues complètement le processus vivant, créatif, qui fait ouais, qu'on peut prendre plaisir à ce qu'on est en train de faire parce qu'on est concentré uniquement sur un but. Et si on n'arrive pas à faire ça exactement, alors ça valait pas du tout la peine de faire tout le mm, reste. ouais. Et c'est hyper castrateur. C'est comme Mm. balancer du Roundup sur ses fleurs, quoi. C'est... Bah oui, c'est ça. Puis en fait, tout le côté créatif, ça vient de notre partie.
enfantine, instinctive. Donc, plus on est dans le contrôle et ben, plus on lui ferme la bouche, en fait, à cette partie créative, quoi. On l'empêche de s'exprimer. Et c'est Ouais, vrai que ça demande que, voilà, quand on a été élevé là-dedans, dans cette perfection, dans ce faire toujours plus, et puis faire pour les autres, encore une fois, on boucle au début, mais faire pour être validé par les autres, bah, du coup, tu as ce stress, en fait, ok, est-ce que ce sera assez bien? Est-ce qu'il va aimer? Est-ce que... Voilà, et donc tu t'arrêtes jamais, et ouais, ça te bloque, ça te frustre. Et donc d'apprendre, ben, ok, en fait, ben là, c'est suffisant. ouais, C'est c'est ça. assez. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un petit, c'est pas un proverbe, mais une petite phrase que j'aime bien, c'est fait, c'est mieux que parfait. Mm. Surtout que quand on a une tendance perfectionniste, on essaie de faire parfaitement bien dès le premier coup. Alors, Mm. je vois pas trop comment on peut y arriver, mais les perfectionnistes s'y attellent. Mm. Et du coup, passent énormément de temps à faire quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus rapide Ouais. à faire, parce que s'il faut le faire parfaitement, bon, bah, forcément, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, tu coupes aussi toute la possibilité de création que tu aurais pu faire, parce que si effectivement, un truc qui t'aurait pris 2 heures, tu le fais en 20 heures parce qu'il faut que ce soit Ouais, parfait, c'est ça. tu Tu t'en aurais sors pu pas. le faire 10 fois 2 heures, en Mm. fait, Mm. de choses différentes et avec des résultats qui évoluent, mais on ne se l'autorise pas parce que Mm. l'erreur ferait qu'on ne serait plus une personne acceptable. Ouais. Ouais, puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'acceptation de soi aussi à ce moment-là, de se dire, ok, en fait, j'ai le droit j'ai le droit d'être satisfaite de ce que je fais, j'ai le droit d'être fière de ce que je fais. Et, et je trouve que ça, quand tu as été, enfin moi, je sais que j'ai été élevée là-dedans, dans ce côté, voilà, t'aurais toujours pu mieux faire. Ouais, bah c'est vrai, on peut toujours mieux faire, mais à un moment, ce que j'ai fait moi, ça me convient et c'est ok. Et ça a été pour moi une profonde libération, tu vois, de me donner cette permission de me dire, ok, en fait, ça me suffit, et je vais m'arrêter là. Et après, je vais passer à autre chose, et puis voilà. Et je sais que les premiers articles que j'ai faits pour mon blog, mais je les ai relus 3-4 fois, quoi. Ben voilà, maintenant j'écris des trucs, j'écris des textes, je relis pour corriger les fautes d'orthographe, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile hein, de lâcher prise sur ça et d'accepter que les choses sont pas parfaites. Ça, c'est sûr, ça demande un certain travail. Et du coup, Ouais. pour toi, tu me disais que tu avais eu donc toi-même un syndrome de l'imposteur. Comment tu as réussi justement à en sortir, à travailler là-dessus? Bah, ça a été long, hein. Honnêtement, c'est pour ça que moi j'ai eu envie de coacher sur ça parce que Mm, j'ai vu où est-ce que ça aurait pu être plus rapide. mm, Parce que bah, j'ai fait thérapie, coaching, changer de boulot, faire des nouvelles expériences, ouais. etc. Et puis jusqu'à arriver au stade où, ah bah tiens, il n'y en a plus de syndrome d'imposteur. Mm, Il s'est réveillé un tout petit peu la première fois que j'ai eu à coacher une coach où là je me suis mm, dit, ah, mon Dieu, elle va voir que je fais n'importe quoi. Mais bon, heureusement, j'avais bien bossé dessus, donc ça a été mm, le match final et puis il est mort pour de bon. Enfin, je dis ça, mais en vrai, quand on a un syndrome d'imposteur, c'est qu'on a un fonctionnement de base qui fait que quand on est mm, vraiment hors de sa zone de confort complètement, ça peut revenir. Et une fois mm, qu'on sait le gérer, ça reste pas, on le vire vite fait, quoi. mm. C'est juste, on en prend conscience et hop, on le remet de côté. Mais c'est comme beaucoup de blessures en fait. T'avances, t'apprends à avancer avec et t'apprends à te sécuriser plus vite. Mais ça veut pas dire qu'il est complètement parti. Mais en tout cas, voilà, tu sais en prendre soin et t'as une petite lumière qui s'allume et qui te dit, ok là, ça c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle. Je le mets de côté puis j'avance quoi. C'est ça. Et donc, du coup, comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai un profil un peu particulier. De toute façon, tous les syndromes d'imposteurs ont leur propre profil, Mm, hein. Si ça vous intéresse, si ça vous avez envie de savoir quel est votre profil, j'ai un petit webinaire en ligne, enfin un petit, il fait quand même 1 heure. mm. Si vous allez taper syndromeimposteur.fr, vous trouverez le test en ligne et puis le webinaire où il y Bah, a les 5 profils types. sinon t'as qu'à me l'envoyer en message et puis je le mettrai dans le descriptif comme ça tout le monde pourra le voir. Voilà. Et en fait, donc c'est ce que j'explique dans le webinaire. Il y a plusieurs manières, entre guillemets, de développer un syndrome d'imposteur. Moi, entre autres, je suis ce qu'on appelle transfuge de classe, c'est-à-dire que je viens d'un milieu social
dit inférieur par rapport à celui où je suis aujourd'hui, Mm, où j'étais même avant, parce que j'étais manager avant. Et donc avec cette sensation de de pas être à ma place, que quelqu'un allait se mm, rendre compte que j'avais rien à faire là, etc. Ben, tous mm, les trucs typiques du syndrome de l'imposteur. Et puis la première fois que j'ai essayé de monter une boîte, pareil, vraiment comique. Mais je suis contente d'être passée par là. Aujourd'hui, ça me sert. mm. Mais à l'époque, ça m'a pas fait rire. C'est que j'avais créé, je travaillais avec mon conjoint à créer une application pour les femmes enceintes. Et en fait, lui est développeur, hein, donc c'était pas farfelu, c'était possible. Et en fait, j'ai tout créé dans mon coin sans aller voir les potentielles clientes parce que j'essayais de faire le truc idéal sans que personne ne fasse aucune critique dessus. Meilleur moyen de se planter, voilà. Oui, c'est ça. Ce qui n'a pas manqué d'arriver. Et en fait, moi, j'ai fait tout un travail sur accepter d'où j'arrivais et que d'où Mm, j'arrivais n'avait pas d'influence sur est-ce que je mérite d'être là ou pas et est-ce mm, que j'ai les bons codes ou pas. Donc, travail de sortir de la honte, parce que pour les personnes qui ouais, sont c'est ça. transfuges de classe, il y a souvent de la honte à venir d'un Mm. milieu social entre guillemets inférieur. Je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme, mais Oui, c'est bien comme sûr. ça que Ouais. c'est. Mm, Il y avait ça, il y avait que à la base, j'étais une enfant qui avait plutôt des facilités à l'école et que dès qu'il y a un obstacle, quelque chose qui me freine, je me dis: «Oh, c'est que c'est pas fait pour moi, que je suis pas mm, censée aller par là et que si c'est pas facile, c'est que je suis pas capable de le faire». mm. Donc ça, c'est des profils qui doivent apprendre la persévérance et l'effort, Ouais. Et accepter ça, la c'est frustration. hyper visible aussi chez les enfants. Chez les Hmm. enfants, il y a beaucoup ça. Et quand t'es beaucoup axé sur le résultat, en train de dire, voilà, quand t'as 19, quand t'as 20, c'est bien, mais pas beaucoup sur le processus, bah en fait, tu alimentes ça. Alors que quand un enfant apprend quelque chose, à faire ses lacets, ou apprend à écrire, ou apprend son devoir, bah, le fait de valoriser le fait qu'il soit en train d'apprendre, même s'il rate, même s'il n'y arrive pas tout de suite, bah, ça va l'aider justement à persévérer, en fait. Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ouais, il y avait ça. Il y avait, alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais travailler sur ses propres réussites, Mm. c'est-à-dire être capable de les regarder. Et cet exercice de faire la liste de toutes ses réussites, c'est pas mal parce que tout à coup, on a toute notre vie résumée devant nous. Ouais. Et moi, en général, je suggère pour l'exercice d'aller le lire à quelqu'un de bienveillant, carrément, pour que ça reste pas entre soi et soi, mais que ça soit aussi Mm. montré à l'extérieur. Parce que quelque chose d'assez commun entre les personnes qui ont un syndrome d'imposteur, c'est la peur de paraître prétentieuse. Mm. Bon, ouais, ça c'est terrible parce que tout à l'heure tu disais en rigolant, ah, je me trouve belle. Non, en fait, je me trouve juste bien. Mm. C'est très très mal perçu dans notre société de se sentir Ouais. bien dans notre peau, d'être fier de nous, Mm. etc. C'est tout de suite, ah là là, quelle prétentieuse. Et on nous a Mm. appris ça. Et C'est des fois, clair. on l'a trop bien intégré. Mm. Donc, on dénigre nos propres réussites, on ne voit pas en quoi elles ont de la valeur. Avec cette idée sous-jacente, en fait, que quand je me mets en avant, j'écrase l'autre. Ouais, Alors c'est ça. que, Mm. en réalité, on peut se mettre en avant et, à l'inverse, aider, donner de l'énergie aux autres, les inspirer, leur permettre d'avancer aussi. Pas parce qu'on a un modèle écrasant, mais au contraire, on montre d'où on arrive et où est-ce qu'on est arrivé en leur disant, mais c'est possible, si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi, en fait. Mm. Oui, c'est d'être Donc, inspirant finalement. ouais, c'est ça. Et en toute humilité, alors la Mm. différence entre humilité et modestie, pour moi, elle est importante. Humilité, c'est pour moi la conscience que qu'on sait rien et qu'on est un tout petit bout d'être vivant dans l'univers. Et voilà. Et on n'a pas de prétention à plus que ça. Contrairement à la modestie qui est un peu pour moi se minimiser et ne pas trop se mettre en avant. Et Mm. où là, je suis pas d'accord parce qu'on se cache déjà trop, surtout les femmes. Ouais, c'est Mais sûr. voilà, on peut se mettre en avant avec humilité parce qu'on a conscience que, en fait, on n'est pas extraordinaire. On est Mm. juste, ou alors on l'est tous. Oui, Voilà, ouais, mais voilà. Moi, j'ai plus ça. On l'est tous en fait. c'est C'est de se ça. dire on a tous on est tous extraordinaires, on est tous fabuleux à notre façon, et on a C'est ça. tous plein de potentiel, plein de possibilités en fait. C'est ça. Et c'est plutôt Mm. de briller par sa propre lumière et de donner aux autres Mm. l'envie et l'espace pour faire la même chose, du coup. Mm. Et Ouais. ça, un truc qui m'a bien aidé avec les années, c'était tous les mois de m'arrêter en fin de mois et de faire la liste de toutes mes réussites du mois. Ouais. Cumulé sur plusieurs années, ça fait une belle liste de réussites et puis ça Ouais. permet
Arrêter d'être tout le temps fixé sur le futur et qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que j'ai pas encore atteint. Et même là, nous, dans nos métiers où on a des entreprises, on a toujours un peu cette tendance à mon objectif, c'est ça, et blablabla. Mm. Sauf que si tu regardes pas déjà tout ce que tu as fait, bah, tu vis dans une frustration permanente et ça C'est n'a ça, aucun ouais. intérêt. Mm. Ah, c'est sûr. Mm. Ah, c'est hyper important, puis je trouve que ça fait, voilà, ça nous permet de reprendre de l'énergie, de se regonfler un petit peu, quoi, pour avancer, quoi. Se Ouais, renforcer notre estime de nous-mêmes, finalement. c'est ça. Et Mm. les deux dernières choses, c'est ben, devenir ma propre meilleure amie, qui Ouais, est plus ouais, facile à dire qu'à à faire, parce que ouais. ben, c'est pas quand on est en syndrome d'imposteur, en général, on s'auto-dévalorise beaucoup, on a une petite voix intérieure très critique, donc c'est commencer par arrêter Ouais. d'être dénigrante avec soi-même. Mm. Et pour les personnes qui me disent ah mais j'arrive pas machin et tout, je ne dis pas qu'il faut plus jamais entendre cette voix-là dans votre tête. C'est juste de corriger en fait. Mm. Quand vous entendez, vous avez tendance à dire je suis nulle. Non, là on s'arrête tout de suite et on remet les choses à leur place. On redevient un peu objective. Une manière super d'être objectif, c'est de dire si c'était ma meilleure amie ou mon Mm. enfant dans cette situation, qu'est-ce que je Ouais. dirais, qu'est-ce que j'en penserais? Souvent Mm. là, c'est pas du tout le même regard. Et c'est un super début pour commencer à prendre de la distance avec ça et se donner de l'amour parce qu'en fait, on a une capacité d'amour pour les autres souvent énorme. Et C'est pour clair, soi, c'est le désert, hein, donc, c'est ça. Ça demande de cheminer là-dedans. mm, Super. mm, Bah mm. écoute Aurélie, merci beaucoup. On pourrait continuer longtemps, mais je me dis qu'à un moment, il faut... Il faut bien Écoute, s'arrêter à un moment ou à un autre, ouais. j'ai trouvé ça super chouette. Vraiment, merci en plus pour toutes ces clés, toutes ces belles idées. Je pense que ça parlera à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour te retrouver, bah, du coup, je mettrai le nom de ton groupe. Et puis, si tu m'envoies du coup ton webinaire, comme ça, je le mettrai en descriptif. Est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion, quelque chose que tu voudrais rajouter? Exprimez vos émotions, arrêtez de vous cacher, vous êtes magnifique tel que vous êtes. Vous méritez de l'amour, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, et c'est tout. Waouh, super. Merci beaucoup, Martine. Elle dit merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup à toi, Aurélie. Et puis, bah, écoute, à bientôt. Et Ouais. ceux qui passeront en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on se retrouve bientôt. Merci à tous. Bon Merci après-midi. Julie. Ciao, Ciao. ciao.